Ouais, j'étais mal les meufs. Oh ouais, sale. Oh la dinguerie, je veux trop me lafter. Bon, dès que tu l'as, on y joue, hein. Mais attendez, mais vous foutez de moi? C'est bien problématique ce que vous dites là, c'est à cause des gars comme vous que l'image des femmes est dégradée. Ouais, mais fais la cuisine, toi. On fait bien un petit pain, hein. Alors toi déjà tu vas te calmer parce que t'es pas chez toi. Et ensuite, je vais vous montrer une vidéo juste pour vous mettre les idées en place. Le stream est une pratique que l'on retrouve sur internet et qui s'est très développée dans les années 2010 grâce à une plateforme Twitch. Sur Twitch, le streamer se filme en train de jouer à des jeux vidéo et diffuse ses parties en direct. Et surtout, il interagit et discute directement avec ceux qui le regardent, qu'on appelle les viewers. En France, les streamers les plus connus s'appellent Squeezie, Domingo, Amine ou Kameto. Et ils cumulent chacun plusieurs millions d'abonnés. Mais si la bonne humeur est la règle lors des streams, il est courant d'entendre que les streameuses soient confrontées au sexisme. Prenons l'exemple de Magla. Avec ses 900 000 abonnés sur Twitch et ses 2,5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, Magla est aujourd'hui la streameuse la plus connue de France. En 2022, la jeune femme publie sur Twitter les insultes, les commentaires sexistes et le harcèlement sexuel qui rythme son quotidien. Une situation intolérable que de nombreuses streameuses ont malheureusement déjà vécue, y compris les moins connues. Nous avons pour cela rencontré une e-sportive et streameuse qui se fait appeler Claro. Celle-ci nous livre son témoignage. Généralement, les messages que je reçois désagréables sur Twitch, bon, c'est pas agréable, mais c'est le genre de personne qui vient. En fait, c'est soit des insultes, soit ils sont vraiment qui veulent me draguer, quoi, mais très mal. Ou alors, il n'y a pas forcément sur Twitch aussi, mais surtout sur Instagram. Dès que je poste une story, bah, il y a des mecs qui carrément m'envoient des messages comme si j'étais leur copine, quoi. Enfin, c'est ça, par exemple, c'est des trucs qui me choquent. Je reçois des messages, oui, oh, mais toi, je te marie quand tu veux. Toi, pardon pour ce que je vais dire, mais je te fais ce que tu veux. Enfin, c'est carrément pardon, mais c'est des trucs qui choquent, quoi. Nous aussi, Clarou, ça nous choque. Alors, chez Curiosity, on a décidé de mener l'enquête pour tenter de décrypter ce phénomène. Tout d'abord, notons que la place des femmes dans les jeux vidéo est loin d'être isolée. En France, les femmes représentent en effet 48% de l'ensemble des joueurs. Et si on prend en compte que les françaises, c'est près de 70% d'entre elles qui y jouent. Les garçons ne sont donc pas les seuls à s'amuser aux jeux vidéo. Et il y a aujourd'hui autant de gamers que de gameuses. Mais alors, si le nombre de joueurs est presque identique entre filles et garçons dans les jeux vidéo, pourquoi existe-t-il tant de haine envers elles? Pour tenter de comprendre, remontons tout d'abord un petit peu dans le temps. Les premières consoles de jeux vidéo arrivent dans les foyers français au début des années 1970. En prenant place dans les salons, les premiers jeux vidéo s'adaptent à la répartition des hommes et des femmes dans les foyers. Le plus souvent, les hommes jouent et les femmes regardent. Alors, les jeux vidéo seront rapidement adressés plutôt aux garçons dans les décennies suivantes. Des détails et des codes apparaîtront alors pour les inciter à jouer. C'est le cas par exemple de la Game Boy, qui comme son nom l'indique, s'adresse aux garçons. Après tout, c'est dans le titre. En plus de ça, les jeux vidéo s'appuient également sur des stéréotypes genrés. Par exemple, les jeux de voiture s'adressent plutôt aux garçons, car le sport automobile est plutôt masculin. Et les femmes ne seraient là que pour motiver les pilotes. Il y a aussi les jeux de guerre et de tir. Les femmes y sont très peu représentées, car on y célèbre le combat et la guerre. Et c'est très masculin. Mais pour tenter de plaire au public féminin, les jeux vidéo se diversifient. Alors on voit par exemple apparaître des jeux de cuisine. C'est le cas notamment de la gamme de jeux Cooking Mama, où le but est de confectionner des petits plats comme sa maman. Il y a aussi des jeux de mode et de stylisme, ou même encore des jeux d'amour. Qui aura envie de jouer aujourd'hui à Girls Garden, sorti en 1984, dans lequel vous incarnez une fille qui doit éviter que son mari n'aille voir ailleurs. Finalement, les femmes ont bel et bien intégré le monde du jeu vidéo, mais au prix de graves préjugés sexistes.
Au sein de ces jeux, les femmes ont souvent été résumées à des personnages non jouables, totalement secondaires. C'est le cas notamment du rôle de la demoiselle en détresse à sauver. Ce rôle de la femme comme objet-quête est par exemple celui de la très connue princesse Peach. Cette princesse toute rose a souvent eu le même rôle, se faire kidnapper et se faire sauver par Mario, qui est le héros. Dans le même registre, nous pouvons aussi penser à Zelda, une autre princesse que le héros Link doit sauver. De nombreux jeux, comme Resident Evil 4 ou même The Last of Us, reprennent par exemple ce schéma. Pourtant, des jeux vont tenter de donner un tout autre rôle aux femmes. En 1986, Nintendo conçoit un jeu qui fera partie de ses plus grands succès, Metroid. Pour la première fois dans un jeu vidéo, le personnage principal est enfin une héroïne. Son prénom est Samus et c'est une guerrière qui se bat et affronte des monstres. Mais, même si Nintendo voulait bien faire, une autre image des personnages féminins commence à se dessiner, celle de leur hypersexualisation. L'hypersexualisation est le fait de donner un caractère sexuel au personnage, parfois à outrance. 10 ans après Les Petites Culottes de Samus, sort en 1996 un jeu qui fera beaucoup parler de lui, Tomb Raider. Dans ce jeu, nous incarnons Lara Croft, une archéologue qui mène des aventures tout autour du monde. Or, depuis les premières positions aguicheuses de Lara Croft, les personnages féminins n'ont jamais cessé de voir leur forme prendre du volume. De la réalité au fantasme, le corps des femmes s'est codifié et est devenu un argument marketing pour plaire à toujours plus de joueurs, quitte à s'éloigner du réel. Ce rôle des femmes et leur hypersexualisation dans les jeux vidéo a fini par avoir des répercussions. Beaucoup de viewers ont en effet des attentes précises sur les streameuses et espèrent peut-être trouver en elles ce qu'ils ont toujours trouvé dans les jeux vidéo, des joueuses hypersexualisées et au rôle secondaire. Mais alors que peut-on faire ? La solution est peut-être dans la liberté d'être ce qui nous ressemble le plus, plutôt que chercher des idéaux inexistants. De plus en plus de jeux proposent ainsi de customiser presque entièrement son personnage. Cela permet aux joueurs de pouvoir imaginer leur héros à leur propre image ou à leur effigie. Mais peut-être pouvons-nous aussi donner une plus grande place aux femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Laissons par exemple une plus grande place aux développeuses dans la création des jeux vidéo. Avec davantage de femmes aux commandes, les jeux ne peuvent qu'être moins sexistes. Donnons aussi une chance aux e-sportives. Les compétitions intégrant les femmes se multiplient, montrant que les jeux vidéo ne sont pas que les affaires des hommes. Mais finalement, peut-être que la solution tient aussi en chacun de nous. À nous de jouer. Franchement, j'avoue qu'on a abusé là. Ouais, c'est vraiment irrespectueux. Ouais, ta soeur, franchement, elle avait vraiment raison. On n'aurait pas dû l'envoyer faire un petit pas.